On a ici une suite x égale xn qui est une suite récurrente linéaire d'ordre 4. Mais une suite x égale xn qui vérifie une telle relation peut être vue autrement. En effet, si on introduit cet endomorphisme-là du K espace vectoriel des suites à valeur dans K, on a que sigma 2 est cet endomorphisme-là et que par conséquent dire, étant donné une suite x égale xn, que la suite y égale yn est définie ainsi à partir de la suite x égale xn équivaut à dire que la suite y est l'image par cet endomorphisme-là de la suite x, où on a ici un polynôme d'endomorphisme en sigma, où A est ce polynôme-là. En d'autres termes, dire qu'une suite x égale xn est une suite récurrente linéaire d'ordre 4 équivaut à dire qu'il existe un polynôme A de k de x de degré 4 tel que x appartient au noyau de cet endomorphisme-là de Kn. De manière plus générale, on peut donc voir une suite récurrente linéaire comme étant une suite qui appartient au noyau d'un polynôme d'endomorphisme en l'endomorphisme sigma de Kn. C'est ce qui était introduit au début de l'énoncé, et étant donné alors un polynôme A non nul de k de x, on appelle alors R à k l'ensemble des suites x égale xn à valeur dans k qui vérifie cette relation-là, ce qui équivaut à dire que R à k est le noyau de l'endomorphisme à sigma. Dans la question 1a, on considère une suite x égale xn qui est une suite récurrente linéaire, c'est-à-dire une suite pour laquelle il existe un polynôme A non nul de k de x tel que x appartienne au noyau de A sigma. Et on va alors définir pour une telle suite la notion d'ordre et de polynôme minimal de x. Pour cela, on note J indice x, l'ensemble des polynômes A de k de x tels que x appartiennent au noyau de A sigma. Et on nous demande alors, dans la question 1 à 1 et 1 à 2, de montrer qu'il existe dans J indice x un unique polynôme unitaire de degré minimal et que de plus, J indice x est alors constitué des multiples de ce polynôme b dans k de x. Et vu la description des idéaux non nuls de k de x, montrer 1 à 1 et 1 à 2 équivaut exactement à montrer que J indice x est un idéal non nul de k de x. Montrons tout d'abord que J indice x est un idéal de k de x, à savoir que J indice x est un sous-groupe additif de k de x et que tout multiple dans k de x d'un polynôme de J indice x est encore dans J indice x. J indice x est un sous-groupe additif de k de x étant donné que J indice x est non vide, petit x étant une suite récurrente linéaire, et que de plus, si on considère des polynômes p et q de J indice x, on a alors que le polynôme p moins q appartient également à J indice x, étant donné cette relation-là. Et montrons maintenant de plus que si p est un polynôme de J indice x, alors tout multiple de p dans k de x est encore un polynôme de J indice x, ce qui est évident vu cette relation-là. J indice x est donc un idéal de k de x qui ne contient pas que le polynôme nul, par définition même d'une suite récurrente linéaire. Aussi, étant donné la description des idéaux de k de x, on peut alors dire qu'il existe un unique polynôme unitaire b dans J indice x, tel que J indice x puisse être décrit comme l'idéal des polynômes de k de x qui sont des multiples de b dans k de x. Et vu la description des polynômes de J indice x à partir de b, on a tout de suite que b est de degré minimal dans J indice x. Maintenant, si on ne faisait pas appel à la notion d'idéal de k de x, pour répondre à la question 1 à 1, on considérerait cet ensemble-là qui est non vide étant donné que petit x est une suite récurrente linéaire et qui est donc une partie non vide de n étoiles. Aussi, cet ensemble-là possède-t-il un plus petit élément qui est un antinaturel petit p non nul
et qui est alors le degré minimal des polynômes non nuls de j indice x. Il existe alors dans j indice x un polynôme unitaire qui est de degré minimal. Et pour montrer son unicité, on suppose qu'il existe des polynômes unitaires de degré minimal b1 et b2 dans j indice x et montrons alors que b1 égale b2. Si tel n'était pas le cas, avec b2 moins b1, on aurait un polynôme non nul de j indice x dont le degré serait strictement inférieur au degré minimal des polynômes non nuls de j indice x, ce qui est absurde. Maintenant, pour la question 1 à 2, il est évident que tous les multiples de b dans k de x sont également dans j de x, étant donné cette relation-là. Réciproquement, montrons que si p est un polynôme de j indice x, alors p est un multiple de b dans k de x. Pour cela, b étant non nul, on considère la division euclidienne de p par grand B. Il existe alors des polynômes QR de k de x tels que cela, et tels que R soit nul ou de degré strictement inférieur au degré de B. Et maintenant, si on évalue cette relation polynomiale-là en l'endomorphisme sigma et qu'on applique ensuite ces endomorphismes-là à la suite petit x, on obtient cette relation-là qui nous montre qu'étant donné que P appartient à J indice x et que grand B appartient également à J indice x, on a également que R appartient à J indice x. Aussi est-il impossible que R ne soit pas nul, car si R n'était pas nul, on aurait alors avec grand R un polynôme de J indice x non nul dont le degré serait strictement inférieur au degré minimal des polynômes non nuls de J indice x, ce qui est absurde. Par conséquent, si un polynôme P appartient à J indice x, P est un multiple de B dans K de x.